Bonjour, bienvenue à vous et merci de nous rejoindre sur RT France. Je vous le disais en titre, Emmanuel Macron présentait ses premiers vœux à la presse hier, des vœux auxquels RT France n'était pas convié. L'intervention a duré environ 45 minutes. Le chef de l'État a fustigé les médias dits alternatifs qui serviraient, selon le président, des agendas politiques étrangers. Un message à peine voilé à l'encontre de notre chaîne RT France, lancée fin 2017 chez les opérateurs télécoms et sur Internet. RT France, un média français conventionné par le CSA et employant pour une grande majorité des journalistes français avec une carte de presse. Je vous propose d'écouter un extrait de son allocution hier. C'est vous, journalistes, qui êtes les premiers menacés par cette propagande. Elle adopte votre ton, parfois vos formats, elle emploie votre vocabulaire et parfois même, elle recrute parmi vous. Parfois même financée par certaines démocraties illibérales que nous condamnons au quotidien. Elles se diffusent, elles se banalisent et elles finissent par jouer de cette confusion que nous avons progressivement acceptée. De nombreuses réactions après ces propos d'Emmanuel Macron. Éric Vérac, chroniqueur pour Atlantico, dénonce un acharnement du président Macron. Une interview réalisée hier soir par Stéphanie Demureux. Écoutez. C'est probablement le petit défaut d'Emmanuel Macron, c'est de revenir de façon un peu obsessionnelle, et ça en devient maladroit, sur des sujets qui finalement n'en sont pas. Parce que si on examine le poids d'éventuelles fake news pendant la campagne électorale présidentielle française, il ne peut pas vraiment se plaindre du traitement dont il a été l'objet. S'il y a bien quelque chose qui a modifié le cours de l'élection présidentielle en France, durant les mois de 2017, c'est d'abord l'affaire François Fillon, qui ne s'est pas révélée être une fake news, qui ne procède pas de la presse Internet et qui a profité à Emmanuel Macron grâce à une saisine extrêmement rapide de la justice. Et sur ce point, la position d'Emmanuel Macron est un peu désarçonnante parce qu'au fond, ce qu'on peut reprocher à la campagne présidentielle française, c'est d'avoir assisté à un traitement très déséquilibré entre les affaires qui concernaient François Fillon, qui portaient sur plusieurs centaines de milliers d'euros, qui n'étaient pas défendables en elles-mêmes, mais qui ont donné lieu à une saisine de la justice extrêmement rapide, d'un côté, et de l'autre, les affaires Business France qui touchaient Emmanuel Macron, un certain nombre de sujets qui quand même posaient question, qui portaient sur des volumes financiers équivalents, voire supérieurs à ceux de l'affaire Fillon, et qui finalement ont été très peu traités par la justice ou très tardivement. Donc d'une certaine façon, si aujourd'hui la démocratie française a subi une forme de déstabilisation de la part de la presse, ce n'est pas par des fake news Internet, c'est par de la presse traditionnelle et par un relais institutionnel qui appelle encore aujourd'hui beaucoup de commentaires. Donc c'est quand même assez maladroit que Emmanuel Macron remette, si j'ose dire, le couvert sur une affaire qui finalement n'en est pas une et qui donne le sentiment d'une espèce de jusqu'au-boutisme dans ses relations avec la presse, qui est, je pense, très mal vécu par l'opinion, parce que l'opinion ne comprend pas forcément le sujet et n'a pas forcément, contrairement à ce que peut croire Emmanuel Macron, une très grande sympathie pour la presse française officielle, qui est largement subventionnée et donc largement dépendante du pouvoir politique. Alors dans le fond, Éric Vérac, où veut aller Emmanuel Macron, selon vous? Jusqu'où? Je crois que moi, j'analyse ça d'abord en termes économiques avant d'analyser ça en termes politiques. La presse française traditionnelle, à laquelle il est lié par son entourage, ou dont il a pu bénéficier du soutien, cette presse est en position difficile. Elle est concurrencée par une presse Internet qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus incisive et beaucoup moins dépendante d'une forme de respect, voire de subordination vis-à-vis du pouvoir politique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet en France qui est de protéger coûte que coûte des grands groupes dont on a d'une façon ou d'une autre l'écoute, voire la sympathie, voire la complicité parfois, même s'il ne faut pas généraliser, mais ça existe. Et il s'agit de protéger ces groupes qui sont en difficulté financière face à la montée d'une ubérisation de la presse. Parce qu'en réalité, le sujet, c'est que la presse Internet, c'est le Uber de la presse contemporaine. Et je crois qu'aujourd'hui, il s'agit de mettre en place des mesures protectionnistes sous des motifs politiques. Le président français veut mettre au pas les sites internet qui propagent de fausses nouvelles, ces fake news. Il souhaite qu'on légifère dans ce sens, surtout dans la perspective des périodes électorales. Écoutez. J'ai décidé
que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Les pouvoirs du régulateur, qui seront par ailleurs profondément repensés durant l'année 2018, seront accrus pour lutter contre toute tentative de déstabilisation par des services de télévision contrôlés ou influencés par des États étrangers. Cela permettra au CSA repensé, notamment de refuser de conclure des conventions avec de tels services, en prenant en compte tous les contenus édités par ces services, y compris sur Internet. Cela lui permettra aussi, en cas d'agissement de nature à affecter l'issue du scrutin, que cela soit en période préélectorale ou électorale, à suspendre ou annuler la convention. Une annonce d'Emmanuel Macron qui soulève des interrogations et des inquiétudes. Écoutez les explications de l'avocat Régis de Castelnau, joint hier par téléphone. Ça doit être très inquiétant. Il est très inquiétant parce que j'ai bien entendu la fermeté du ton du président de la République et qui vient dire, certes, que ce sera en période électorale, mais si vous voulez, les mesures qui seraient prises dans un pays où quand même on constate que les grands médias sont au service du pouvoir, quand on voit que le média audiovisuel payé par tous les Français avec une complaisance totale du CSA viole tous les jours la loi qui lui fait obligation du pluralisme, essayer de trouver du pluralisme sur les chaînes d'information de France Télévisions ou sur les chaînes de radio, vous aurez un peu du mal. Et là, on vient vous dire aujourd'hui que des pouvoirs renforcés seront donnés au CSA qui, en cas de manquement, pourront remettre en cause les autorisations de diffusion et les autorisations d'émission qui ont été, entre guillemets, concédées. C'est le terme juridique, hein. C'est une concession qui est faite de l'utilisation de fréquences en contrepartie du respect d'un cahier des charges. Aujourd'hui, les périodes électorales, elles sont déjà réglementées par un principe qui est celui du contrôle a posteriori. La liberté d'expression doit être contrôlée a posteriori. Là, c'est un contrôle a priori qu'on veut nous impliquer en disant si on considère pendant la campagne électorale que ce sont des fake news, qui va définir les fake news ? À ce moment-là, on pourra faire cesser les émissions, on pourra sanctionner les plateformes et les faire fermer. Enfin, je veux dire, on est dans des propositions qui sont extrêmement inquiétantes. Je crois qu'il va falloir regarder en détail comment tout ceci va s'articuler, mais personnellement, je pense que en ce qui concerne le respect de la liberté d'expression, le président de la République, avec ces élans d'autoritarisme qu'on lui connaît à certaines occasions, je n'y vois pas de la maladresse, j'y vois de l'autoritarisme et incontestablement la volonté de protéger les grands médias pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, vise à mettre en place un contrôle qui va être... Et là, je rejoins mon prédécesseur, peut-être assez difficile parce que la défiance vis-à-vis des grands médias est telle, l'appétence pour les médias alternatifs, appelons-les comme ça, ou les médias pluralistes est telle aussi que les faire taire, ça concernera pas. Faut pas qu'on s'imagine que le texte qu'on nous annonce et que je trouve très dangereux. Je le dis très fermement, très dangereux. Faut pas s'imaginer que vous serez la seule cible. Je pense que d'autres seront visés et que certains, je pense à des médias qui sont en train de se mettre en place, je pense à celui de la France Insoumise et d'autres encore, seront bien évidemment visés au travers de cette notion de fake news dont personne n'a la définition. Le terme « j'entends protéger la démocratie », c'est-à-dire l'expression du suffrage en empêchant les gens de s'exprimer, c'est une proposition qui est absolument irrecevable. Autre réaction, celle d'Olivier Berruyer, économiste et auteur du blog lescrises.fr. Il parle ni plus ni moins de censure.
clairement dans un mouvement depuis l'élection de Trump et le Brexit de diminution de plus en plus importante de la liberté d'expression et d'information sur Internet. Mais j'ai quand même été surpris de l'intensité, en tout cas des propositions. Je veux dire, aller faire une loi contre les soi-disant fausses informations, donc contre le mensonge. Il y a quand même assez peu de pays qui font des lois pour aller fermer des comptes utilisateurs ou fermer des sites, puisqu'ils parlent aussi de fermer carrément les sites. On se rapproche de visions qui sont plutôt celles de la Chine ou de l'Iran et non pas celles de démocratie libérale, puisqu'il a le mot libéral sans arrêt à la bouche, M. Macron, mais en tout cas ici, on est clairement dans une mesure qui est totalement antilibérale. Pour vous, on peut parler aujourd'hui de censure ? Oui, en tout cas, c'est un sens. On peut en effet voir. Ça peut aller jusque-là. En effet, il faudra voir ce que décideront les juges, mais avoir cette idée on va demander à un juge d'aller regarder s'il y a eu une fausse information, et donc il ne faut pas que l'information soit simplement fausse, mais donc il y a une histoire d'intentionnalité derrière. Donc il faut vraiment que le juge essaye de voir si la personne a sciemment diffusé l'information pour tromper. On ne sait pas jusqu'où le juge appréciera et quel site il décidera de fermer ou de pas fermer. C'est quand même incroyable d'avoir ce genre de propositions. On a clairement un système politique et médiatique qui ne supporte pas d'avoir perdu le monopole de la propagande. Et ça, en effet, le démarrage de votre chaîne a été assez sidérant quand on voit les réactions que ça a causées. Je veux dire, la vision de ces personnes-là est toujours à peu près la même, c'est-à-dire que les auditeurs sont tous des abrutis qui sont incapables de faire preuve d'esprit critique, incapables de comparer, de se renseigner sur les informations et qui ont besoin d'être guidés. En tout cas, guidés, c'est en l'espèce essayer de fermer toute source divergente d'informations. Les propos, vous n'avez pas relayé encore aussi sur donner plus de pouvoir au CSA pour qu'en gros, il puisse interdire des nouvelles chaînes d'émettre, mais enfin, outre que c'est d'un autre siècle, ça montre quand même une vision qui est une vision évidemment de censure. Mais ça, c'est peu nouveau. On a bien vu ces derniers temps que le modèle de journalisme pour Emmanuel Macron, c'est le modèle Laurent Delahousse, où on vous pose des questions dérangeantes sur la position du sapin de Noël à l'Élysée, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Pour vous, c'est une première dans notre pays. Vous êtes un observateur des médias. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de situation en France ? Oui. Enfin, diffusion de fausses informations, ça rappelle un peu des périodes de guerre d'ailleurs, plus qu'autre chose, mais même dans le mode occidental, là, il y a quand même peu de... En tout cas, évidemment, dans le monde anglo-saxon, fort heureusement, quand ils préservent la liberté d'expression, ils ne vont pas dans ce sens-là. On voyait des choses poindre en Allemagne déjà l'année dernière, mais là, effectivement, Macron remporte vraiment la palme de la censure du monde occidental, je vous dis. C'est plus des philosophies chinoises ou iraniennes que des philosophies de pays occidentaux. Vous savez, Edward Snowden a une très jolie phrase sur ce qu'il fallait faire. Il a dit que la réponse aux fausses informations, ce n'est pas plus de censure, c'est au contraire plus d'informations discutées en commun. On voit évidemment que c'est normalement une voie intéressante, progressiste, voire même libérale de façon de traiter les choses. Alors, tout le monde semble terrifié. Le jour où sur votre antenne il y aura une fake news, d'ailleurs, ça est un peu inquiet que ça ne se sache pas, évidemment. Donc après, voilà, il faut que les auditeurs prennent différentes sources d'informations, piochent sur la vision américaine, sur une vision russe, sur une vision chinoise, et puis voilà, on regarde ça avec esprit critique, on discute. C'est comme ça qu'on fait vivre une démocratie. Voilà pour cette réaction d'Olivier Berruyer recueillie hier par Stéphanie Demuru. Encore une fois, le nom d'RT France n'a pas été prononcé hier lors des vœux à la presse, mais l'allusion implicite à notre média ne laisse planer aucun doute. RT France, un média alternatif, une nouvelle voie dans le paysage audiovisuel français et francophone, pourtant salué par beaucoup d'entre vous. Lors du lancement d'RT France, nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander de réagir sur la venue de ce nouveau média audiovisuel. Écoutez. Écoutez, j'ai déjà vu Arte sur Facebook en live, pas mal. J'ai pas vu pas mal de retranscriptions, notamment lors de manifestations. On voit pas mal de Arte en live sur Facebook, donc ouais, ça peut être intéressant effectivement. C'est important d'avoir une chaîne qui communique sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est assez incontournable. Il y a pas mal de jeunes, etc. Ça dépend de la cible, mais je pense qu'on peut cibler pas mal de gens sur les réseaux sociaux, donc c'est assez incontournable. Les chaînes traditionnelles très bien, mais après je suis pas du tout fermée à l'ouverture d'autres chaînes, à regarder d'autres chaînes, donc je suis pas du tout arrêtée ou... Au contraire, c'est bien que ça se diversifie parce que si on s'arrête à TF1 et France 2, je pense que l'information, on l'a pas dans son intégralité. Donc moi, je trouve ça bien, au contraire, que ça se diversifie.
Les médias parlent tous de la même chose et je trouve ça insupportable, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui ne nous sont pas cachées, mais dont on n'entend pas parler, alors que sur Internet, on peut trouver plein de choses dessus, par exemple. Mais la télé n'en parle pas, quoi. Et bah, si ça nous montre une autre vision de l'actualité, ouais, ça peut être très intéressant. Pour un petit peu autre chose. Pourquoi ça peut être intéressant? Ça tourne trop en rond, tous les médias disent la même chose de la même façon, et c'est un petit peu lassant, et au final, quelque chose de nouveau, ça peut être cool. Je suis libre de regarder ce que j'ai envie de regarder, d'avoir les opinions que j'ai envie d'avoir, et d'écouter qui j'ai envie d'écouter. Et pour l'économiste Philippe Béchal, il sera difficile de trouver un cadre légal pour appliquer la loi contre les fake news. Écoutez-le. Ça va être compliqué légalement d'encadrer et de qui va pouvoir juger et à partir de quel niveau d'infraction constaté ou supposé on va décider que l'on peut sanctionner un média, l'interdire. Alors ce qui serait tout à fait extraordinaire au niveau absurdité, c'est que vous pourriez avoir un média émettant depuis la France, avec des journalistes français, qui se verraient interdire, alors que tous les médias émettant depuis des pays qui ne sont vraiment pas des démocraties, tous ces sites-là seraient toujours absolument consultables de façon parfaitement libre et finalement sans qu'il y ait de paroles contraires ou de contre-pouvoirs. En France, vous pouvez toujours aller vérifier sur un autre site si l'information elle est exacte ou si elle n'est pas partiale ou vraiment orientée. Partant d'un fait, on peut avoir plusieurs lectures. Mais à partir du moment où on dit qu'une forme de lecture est une propagande et une autre forme de lecture ne le serait pas, donc comme je disais, une propagande, c'est quand vous critiquez le pouvoir et au contraire, quand vous encensez le pouvoir, vous n'êtes plus un propagandiste, attention, parce que là, effectivement, si on rentre dans ce jeu-là, on n'est plus effectivement dans une démocratie et effectivement, c'est la porte ouverte à la censure. Aux États-Unis, le débat que nous tenons là ne pourrait même pas avoir lieu, car on peut librement exprimer toutes les opinions, y compris celles de terroristes dont les sites sont implantés sur le sol américain et qui, pour l'instant, continuent d'émettre. Les médias russes dans le viseur d'Emmanuel Macron, une mésentente qui ne date pas d'hier. Les journalistes du site RT France n'avaient pas eu accès à son QG. C'était le 7 mai dernier, au soir de son élection. Kirill Kotikov, reporter pour RT, était l'un d'entre eux. Le désamour, on y a été confronté assez souvent pendant la campagne, Stéphanie, c'est vrai. On a envoyé de nombreuses demandes d'accréditation pour pouvoir accéder au meeting d'En Marche. On y a été une fois. Puis par contre, lorsqu'il s'est agi d'accéder aux quartiers généraux d'En Marche, je me souviens, c'était le soir de l'élection d'Emmanuel Macron le 7 mai. Nous sommes arrivés, nous nous sommes présentés comme tous nos confrères. Il y avait beaucoup de journalistes internationaux et nous nous sommes fait refuser l'entrée sans qu'aucune explication nous ait été donnée. Nous avons relancé plusieurs fois les organisateurs en expliquant que nous étions accrédités par le CSA, que nous avions tous notre carte de presse, que nous étions tout à fait à bien de pénétrer dans ce QG. Et malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse et nous sommes même confrontés à une certaine condescendance de la part des organisateurs à ce moment-là, qui, au bout d'un moment, ont fait venir la sécurité pour nous faire gentiment sortir, si on peut le dire comme ça. Et pour comprendre les raisons de ce boycott, retour au 29 mai 2017, conférence de presse conjointe des présidents Macron et Poutine à Versailles. Xenia Federova avait interpellé le chef de l'État français à ce propos. En ce qui concerne la campagne électorale en France, les journalistes russes ont eu des difficultés pour avoir accès à votre état-major. Comment allez-vous construire avec des journalistes étrangers? Merci. J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Et les responsables politiques ont des responsabilités de prendre des décisions, de dire les choses. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Et donc j'ai considéré qu'ils n'avaient pas leur place, je vous le confirme, à mon quartier général. La totalité de tous les journalistes étrangers, y compris russes, professionnels, ont eu accès à ma campagne.
C'est simple, les règles sont ainsi, ce seront toujours les mêmes. Et c'est en cela qu'il était grave que des organes de presse étrangers, sous quelque influence que ce soit, je ne le sais, aient interféré en répandant des contre-vérités graves dans le cadre d'une campagne démocratique. Et à cela, je ne céderai rien. Rien, madame. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Emmanuel Macron, qui a recadré la presse après son élection, souhaite la tenir à distance. Mona Hamoud était devant le palais de l'Élysée hier. Notre reporter nous raconte l'ambiance entre le président et les journalistes présents. La majorité des journalistes ici ont été invités par le service de presse d'Emmanuel Macron et d'emblée le ton a été donné. Il a vivement critiqué la Russie et la Turquie concernant la liberté d'expression. Il s'est juste après longuement attardé sur la propagande des médias alternatifs et sans jamais nommer RT France, il a appelé les journalistes à lutter contre ce fléau. Et souvenez-vous, il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait publiquement accusé RT France de propager des fake news et de relayer de fausses rumeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve, aucune fake news n'a été démontrée depuis le début de son mandat. Et il faut retenir aussi également de cette conférence de presse qu'il a donnée à l'Élysée, dont nous n'avons pas été invités. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours place Beauvau. Il a parlé également d'un texte de loi qui visait à superviser les fake news. On a beaucoup reproché à Emmanuel Macron de mettre une distance et de choisir les journalistes qui pouvaient aller avec lui, qui pouvaient voyager. Alors, comme on peut le constater, certains ont le privilège de partir en voyage en compagnie d'Emmanuel Macron ou d'assister aux conférences de presse. RT France a été mise à l'écart à plusieurs reprises. Et puis, le climat qui était lors de cette cérémonie, c'était un Emmanuel Macron avec un ton grave, très formel, qui appelait les journalistes présents à faire preuve de qualité et de proposer une information de qualité et de faire preuve de déontologie aux Français. Sur Twitter, la sphère politique a réagi aux vœux d'Emmanuel Macron. Les avis sont partagés. Si certains soutiennent les déclarations d'Emmanuel Macron, comme Alain Juppé, qui affirme être en plein accord avec le président de la République, d'autres condamnent son annonce. Marine Le Pen se demande ainsi qui décidera de ce qui est vrai ou faux dans le cadre de la lutte contre les fausses informations. Dans un autre tweet, elle s'interroge. La France est-elle toujours une démocratie ? Beaucoup sur les réseaux sociaux préfèrent ironiser sur le sujet. Par exemple, le député de la France Insoumise, Loïc Prudhomme, évoque les fake news du gouvernement Macron. Sur le web, de nombreux articles rendent compte de la cérémonie des vœux d'Emmanuel Macron et de sa volonté également de contrôler la presse. RTL aborde le retour du président français à la tradition des vœux à la presse, née sous De Gaulle. Cela marque, selon la radio, une volonté d'apaisement après la distance instaurée avec la presse depuis l'élection. Le Huffington Post évoque le projet d'une loi contre les fake news. Il estime que le président fait allusion à RT et Sputnik. Il aborde aussi la réforme de l'audiovisuel attendue pour la fin 2018. Le Monde insiste lui aussi sur la volonté du président de légiférer en donnant la possibilité aux juges d'agir en référé pour interdire un site, une décision que justifieraient les rumeurs dont Emmanuel Macron aurait été victime durant sa campagne présidentielle. Le Figaro a choisi quant à lui de mettre en avant les chantiers du président. Un nouveau traité européen, l'augmentation des contrôles pour le droit d'asile et la laïcité. Il évoque aussi le scepticisme du président face au retour des peines planchées.